Jean-Luc Mélenchon est avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Président du parti de gauche, député européen, hein, à défaut d'être député français, Jean-Luc Mélenchon. Hélas. Hélas, pour vous. Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, vous parlez peu. Pas que pour moi. Non, enfin, Pour tous ceux que j'aurais représentés. Bon, vous parlez peu. Pourquoi? On vous entend peu, pourquoi on vous invite plus? Non, si, beaucoup, mais je suis fatigué. Donc je choisis mes points d'atterrissage. Puis vous savez, c'est pas bon tout le temps de parler. Là, il faut... Qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut laisser le temps au gouvernement de s'installer. On peut commencer à commenter quand il fait quelque chose. Là, ça commence. Donc vous allez commenter. Vous allez commenter. Par exemple, et proposer surtout. Et proposer, mais la dernière déclaration de Manuel Valls, c'était dans Le Monde hier. Être de gauche, ce n'est pas régulariser tous les sans-papiers. Vous êtes d'accord ou pas? Cette phrase brille par sa stupidité. Personne n'a dit que être de gauche se définissait par le fait de donner des papiers ou de ne pas en donner. Ce n'est pas ça, être de gauche. Être de gauche, c'est être partisan de l'humain d'abord. C'est par là que ça commence. Et Manuel Valls, là, est en train de surfer sur un effet nucrède qu'il essaye de donner une image un peu de père fouettard, et en plus, il donne des conseils aux autres. Non, être de gauche, c'est peut-être des fois tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Là, il est en train d'épouser tous les poncifs autoritaires qu'on a connus, qui ne veulent, je vous le redis, Monsieur Bourdin, qui ne veulent rien dire. Prenons un exemple. Lorsqu'il s'agit de la régularisation des sans-papiers, c'est une formule tellement générale qu'elle ne veut rien dire. De qui parle-t-on? Si l'on parle des travailleurs sans-papiers, pourquoi n'ont-ils pas de papier? Soit parce qu'ils sont entrés sans papier, mais dorénavant ils sont là, ils ont leur famille, ils travaillent, ils payent des impôts, etc. etc. Est-ce que notre idée est de dire vous partez de là et on vous renvoie à la maison? Non, c'est absurde, ça ne tient pas debout. Par contre, le fait qu'il n'ait pas de papier permet aux patrons de les sous-payer ou de les maltraiter. Ça les empêche de se syndiquer, d'exercer leurs droits civiques qui permettent à la société de ne pas être une société de sauvages. Et deuxièmement, des fois, il y a des gens qui sont très souvent des sans-papiers parce que les procédures pour prolonger les autorisations de séjour sont devenues absolument invraisemblables. C'est-à-dire que lorsque Manuel Valls dit pas plus de 30 000 régularisations par an, il dit une bêtise. Oui, une bêtise totale, parce que ça n'a pas de sens. Pourquoi 30 000, Monsieur Bourdin? Pourquoi pas 31? Pourquoi les pas chiffres 40? d'ailleurs, c'était les chiffres avancés par le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Voilà. Alors comme c'était Sarkozy, on faisait une critique qui, à mon avis, qui était fondée, qui est de dire c'est pas le chiffre qui détermine, c'est la même situation. critique. Attendez, bien sûr, parce que c'est aussi gouvernement absurde. différent, même politique. Mais quand c'est la même politique, c'est la même critique qui s'applique, ça serait pas loyal. Les gens pourraient dire, mais Monsieur Mélenchon, vous critiquiez ça il y a 8 jours et maintenant vous critiquez plus parce que ce sont vos amis. Non, non. Moi, ce que je défends, ce sont des idées, pas des personnes. Donc, quel est le sens de dire 30 000? Pourquoi pas 40? Pourquoi pas 50? Pourquoi pas 10? Qu'est-ce qui permet d'évaluer que c'est le bon chiffre, 30 000? Les résultats obtenus au cours de la dernière année. Voulez-vous qu'on regarde de près ces résultats, Monsieur Bourdin? Peut-être pourrait-on regarder qui on a expulsé et d'où. On pourrait par exemple s'apercevoir qu'on expulse beaucoup de monde à la frontière entre la Guyane et le Suriname. Vous croyez vraiment que c'est ça le sujet pour la France aujourd'hui? Vous savez combien ça coûte d'expulser on expulse peut-être... S'il fallait expulser 400 000 personnes, il y en aurait pour 10 milliards. Des hommes ou des femmes en situation irrégulière. On expulse des gens, mais on expulse des gens en situation irrégulière. Je l'ai bien compris. Normal, non? Normal ou pas? Mais ça dépend, Monsieur Bourdin. Ça dépend de beaucoup de choses, et en particulier... C'est-à-dire que pour vous, celui qui a un travail, on est d'accord. Je vous résume en une phrase. Pour vous, il faut régulariser tous les travailleurs sans papier. Vous m'entendez? Tous les travailleurs sans papier. Tous ceux mais on commence qui ont par des là, enfants non scolarisés. Non, mais attendez. Attendez, quels sont les critères pour vous? Non, mais je ne suis pas ministre de l'Intérieur. Je reviendrai reviendrai vous voir quand je serai ministre de l'Intérieur de mon propre gouvernement que je dirigerai en même temps. D'accord? Bon. Donc là, je suis en train de répondre à une phrase que vous avez mise sur le tapis, qui avait un petit côté c'est pas moi qui l'ai prononcé, c'est Manuel Valls. Vous avez donc Manuel Valls nous donne un conseil. Il dit ce n'est pas être de gauche que de régulariser tous les sans-papiers. Je dis si, c'est être de gauche que de régulariser les travailleurs sans-papiers. Par contre, ce n'est pas être de gauche que de faire la leçon comme ça et de continuer les méthodes de Nicolas Sarkozy. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas être de gauche que de continuer les méthodes de Nicolas Sarkozy. Mais je suis prêt à voir avec vous le débat sur l'immigration. Il y a des gens qui pensent, qui résument le problème à une phrase qui vient de l'extrême droite et qui maintenant est devenue banale. Non mais écoutez, Monsieur Bourdin, je ne résume pas le problème. je ne dis pas que vous l'ayez dit. Je dis que c'est dans le fond de l'air et que c'est... Jean-Luc Mélenchon, je vous demande... Non, mais moi je vous demande quels sont les critères permettant... Pour vous, c'est clair, tout travailleur... Je dis bien travailleur. Exactement. Je dis bien travailleur. Absolument.
C'est-à-dire qu'il y a un contrat de travail. Absolument. Qu'il y a un contrat de travail en règle, doit être naturalisé, doit être régularisé. Il doit être régularisé, mais puisque vous posez la question, je trouve, quand il le demande, je ne suis pas d'accord pour qu'il y ait une pareille baisse des naturalisations. Depuis 2 ans, ils ont baissé de 40%. Oui. Alors, le fond de la question sur l'immigration est le suivant. Est-ce que nous avons besoin d'être moins nombreux en France, ou est-ce que c'est une bonne chose que nous soyons nombreux? Car quand nous sommes nombreux, c'est ma thèse, eh bien, il y a du commerce, il y a de l'activité, etc. Les personnes immigrées aujourd'hui donnent plus de 12 milliards qu'elles ne consomment de sécurité sociale. Il y a Monsieur Valls vient de valider une thèse absurde, vous m'entendez, absurde, anti-économique, ridicule du Front National, d'après laquelle, en réduisant la population, si je vous comprends bien, Manuel Valls tient le discours du Front National, quoi. Sur le sujet d'après lequel il y aurait un rapport entre l'immigration et les difficultés sociales, oui, c'est le même discours et c'est aussi absurde. Dans l'histoire de France, entre 1930 et 1935, on a fait repartir 700 000 personnes, des immigrés qui étaient polonais, italiens, etc. Et dans la même période, le chômage a doublé. Il n'y a pas de corrélation entre le nombre des immigrés et le chômage. C'est un mensonge. C'est une apparence, Monsieur Bourdin, c'est comme si je vous disais, écoutez, si on renvoyait chez eux, je ne sais pas où d'ailleurs, tous les blonds du pays, eh bien, il y aurait davantage de travail pour les autres. C'est absurde. Partout où la population française depuis 1 ou 2 générations, où la population immigrée a été expulsée, le commerce et l'activité se sont effondrés. Il faut arrêter de croire à ces balivernes. La solution, c'est l'emploi, la relance de l'activité, pas de vider la population. On va parler de ce qui se passe à Bruxelles, mais la hausse du SMIC, parce que j'ai vu des critiques très sévères, 2%. En effet, ça le mérite. Pourquoi ça le mérite? C'est tout simplement inacceptable. Quand la gauche gagne, Monsieur Bourdin, c'est parce que le pays fait un choix. Il fait un choix de justice, il fait un choix de partage. Vous connaissez les promesses de François Hollande, non, mais attendez, du candidat Hollande. Attendez. Justement, on va en parler. Mais il était même contre, lui. Il l'a pas dit vraiment, mais il était même contre. Monsieur Bourdin, vous êtes mal renseigné. Vous n'avez pas tout bien lu. Oui, si, j'ai lu son programme. Attendez, dans son programme, il était question de rattrapage. Dans son programme, il était d'augmenter le SMIC de la moitié de la croissance. On est d'accord? Oui ou non? Oui. Elle est de combien la croissance? On est d'accord, oui ou non? Elle est de combien la croissance? Dans ce cas, ça devrait être 4% l'augmentation, pas 2%. La moitié de la croissance? Mais enfin, sur les 5 dernières années, il a dit lui-même qu'il y avait un rattrapage à faire. Donc, ça veut dire 4 points d'augmentation. Il en fait 2. Donc, du point de vue de ses propres promesses, il ne les tient pas. Mais maintenant, quand c'est la gauche qui gagne, il faut que les petites gens puissent respirer, bon sang. C'est pour ça qu'ils votent à gauche. Sinon, à quoi ça sert de voter à gauche? Si c'est pas Ils sont trahis? Vous vous sentez trahi, vous? Oh, moi, pas trahi. Je m'attendais à tout ça. Puis, c'est des grands mots, la trahison. Oui, non, mais d'accord. Il a une logique, François Hollande, qui est de dire on y va doucement, on reste dans le moule, on reste dans le cadre, on n'en sort pas et tout ira bien. Moi, j'ai une autre logique qui est de dire on fait de la relance et du partage des richesses. Est-ce que vous vous rendez compte de la situation que c'est? Il y a aujourd'hui dans notre pays 3 millions de travailleurs pauvres, c'est-à-dire des gens qui travaillent et qui sont pauvres. Savez-vous qui est au SMIC? 80% des femmes. Savez-vous que ces femmes sont à 85% d'entre elles, elles n'ont pas un temps de travail complet. Ça veut dire que c'est une misère. Vous savez ce que c'est, l'augmentation qui vient d'être donnée, Monsieur Bourdin? C'est un carambar par jour. Vous pouvez même pas vous payer une baguette de pain avec l'augmentation qui vient de vous être donnée sur votre salaire. Vous en payez 2 dans la semaine. Vous pouvez vous payer un petit café par semaine. Vous pourrez trinquer, vous direz merci. Hein. C'est ce que m'a donné Moscovici. Si vous achetez un carambar tous les jours, vous pourrez dire merci. C'est ça le SMIC de la gauche. Eh ben moi, ça me remue les tripes de voir une situation pareille. C'est pas pour ça qu'on veut la gauche. On veut la gauche pour vivre et non pas simplement survivre. Bon, alors justement, critique envers Manuel Valls, critique sur l'augmentation du SMIC. Vous n'êtes pas surpris, non, je suis pas surpris. Mais Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, va demander un vote de confiance la semaine prochaine. Est-ce que vous le voteriez? Est-ce que vous voteriez la confiance si vous étiez député? D'abord, on va mettre la chose à sa place. Hein. Vous savez que c'est les groupes qui prennent la décision. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Moi, je pense que c'est aux organisations politiques. Mais bon, admettons, ce sont les groupes. Ça, c'est le passé. Alors, si j'étais député, je dirais au groupe, on ne vote pas.
il faut s'abstenir. Parce qu'on ne peut... S'abstenir, vous votez pas contre, quand même. Bah, voter contre... C'est-à-dire que vous faites quand même un peu confiance à ce gouvernement, tout en critiquant fortement, mais vous lui faites un peu confiance. Je lui fais davantage confiance qu'à un gouvernement de droite. Oui, mais c'est pas le bon mot, Monsieur Bourdin. Ah bon? Les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent ont droit à des choses claires et précises. Nous sommes l'alternative de gauche. Nous sommes dans une attitude d'autonomie. Nous sommes autonomes. Nous ne décidons si vous êtes d'après autonome, notre pourquoi propre... vous ne votez pas contre? Si vous n'êtes pas satisfait. Mais justement parce que nous sommes autonomes, Monsieur Bourdin, et que vous laissez-moi terminer mon mot. Et je parle d'autonomie conquérante. Pour nous, il s'agit de faire avancer les choses, pas d'être dans la posture ou la gesticulation. Donc, nous allons écouter le Premier ministre. Il y a un débat déjà entre nous. Nous avons beaucoup d'amis et je les comprends. Moi, j'admets leur trouble. Ils se disent, mais c'est pas vrai. Jamais on n'aurait cru un truc pareil. Qu'en à peine 2 mois, ça serait déjà fini de tout. Bon. Si Jean-Marc Ayrault vient à la tribune et commence par expliquer qu'on va adopter le traité européen, le traité budgétaire, là, qui prévoit l'austérité à vie, vous vous imaginez quand même pas qu'on va voter ça, non? On ne peut pas expliquer tous les jours que c'est ce traité qui va nous tuer. Vous n'avez pas voté contre, alors je comprends plus. Mais parce que nous n'avons pas l'intention de nous opposer. Quelque part, vous l'acceptez? Non, nous ne voulons pas faire tomber le gouvernement. Monsieur Bourdin, c'est pas... Mais vous n'avez pas le pouvoir de le faire tomber, Jean-Luc Mélenchon. Oui, alors c'est ça, donc nous avons donc juste le pouvoir de nous taire et de regarder. Non, mais le pouvoir d'exprimer votre voilà, point de vue. Nous représentons une partie considérable de la population. Mais l'abstention, c'est une fuite, Jean-Luc Mélenchon, c'est une fuite. C'est une chance pour Monsieur Ayrault. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut qu'ils reçoivent le message. Pour l'instant, les socialistes sont dans un état de nombrilisme avancé. Ils sont persuadés que tout leur est dû, que tout va se passer facilement, qu'ils ne doivent rien à personne et qu'ils peuvent dominer tout le monde. Nous, ils ne nous dominent pas. Notre parole reste libre et la preuve, nous, c'est pas sur l'élection du président de l'Assemblée nationale que nous allons voter blanc. On a accepté la loi de la majorité, au contraire des Verts qui, eux, sont allés s'abstenir. C'est sur le fond, sur la politique. Donc, si Jean-Marc Ayrault nous dit « approuvez ma politique », la réponse c'est nous ne l'approuvons pas. Nous te regardons faire, nous sommes prêts à faire ce qu'il faut pour que les choses avancent, mais ne nous demande pas d'être d'accord avec toi pour faire reculer toutes les idées auxquelles nous croyons. Bien. Nous ne le ferons pas. Jean-Luc Mélenchon, nous allons parler d'Europe justement dans 2 minutes. À tout de suite. Du lundi au vendredi à 8h30 sur BFM TV. Bourdin 2012. Jean-Luc Mélenchon, il y a un mot que j'ai relevé et fort et qui me laisse un peu dubitatif. Pardonnez-moi. À quel propos? À propos de l'Europe et de la position française face aux Allemands. Vous avez employé le mot capitulation. Oui. Dites-moi, capitulation, est-ce que c'est vraiment approprié? On peut sincèrement chercher... Non, mais si c'est... Je ne vais pas amener avec vous une querelle pour un mot. J'ai le mot vif et la langue piquante. Bon, capituler, c'est renoncer. Est-ce qu'aujourd'hui, on renonce Oui, tout à fait. Ah bon? Oui, on renonce tout à fait. Ce qu'on fait est une mascarade qui ne correspond pas à ce qui est nécessaire et encore moins à ce qui a été dit. Je vais vous en donner un exemple. D'abord, commençons par regarder une chose, les amis, tous autant qu'on est. Combien de fois vous m'avez fait le procès de dire « Mais monsieur Mélenchon, et si les autres ne veulent pas, que ferez-vous » blablabla en Europe. Et moi, à chaque fois, je vous ai répondu « Mais il faut tenir bon ». Madame Merkel, aujourd'hui, elle tient bon contre tout le monde. Toute l'Europe est en désaccord avec elle, même le FMI et la Banque Centrale Européenne, pour dire, écoutez, si on continue comme ça, on va dans le mur. Vous croyez que ça la fait bouger? Non, elle ne bouge pas. Et que font les autres? Devant sa détermination, tout le monde s'incline. Regardez, le président François Hollande a fait toute sa campagne sur le thème « Je veux bien accepter le traité d'austérité si on y rajoute un volet croissance ». Vous vous en souvenez? Oui. Moi, j'ironisais en disant « Je ne sais pas comment on fait à la fois la croissance et l'austérité ». Bien. Il y a 2 solutions. Pour Merkel, la réduction des déficits publics, d'abord pour retrouver la croissance. Ensuite, voilà. Et pour Hollande, la croissance d'abord pour retrouver une réduction des déficits publics. Alors, ce que nous sommes... 2 positions inverses. Absolument, absolument. Alors. Mais attendez, vous allez voir. Donc... moi, je suis pour la relance de l'activité. La croissance pour la croissance, j'aime pas trop ça. Ça veut dire continuer à produire n'importe quoi, n'importe comment. Mais la relance de l'activité, donc de la dépense publique. La relance de l'activité, ça veut dire des salaires de plus d'instituteurs, d'infirmiers, des services, etc. Ça veut dire aussi des entreprises qui produisent plus. Absolument. Qui paient mieux leurs salariés et qui sont de plus en plus nombreuses. Eh oui, mais monsieur Bourdin, pour qu'elles puissent payer mieux leurs salariés, il faut qu'il y ait un carnet de commandes. Pour qu'il y ait un carnet de commandes, il faut que les salariés soient mieux payés. Comment vous expliquer? Prenons un exemple, ce qui est dans l'actualité. On vend des voitures dans le monde plus qu'on n'en a jamais vendu. Je ne suis pas pour la voiture, mais on en vend plus qu'on n'en a jamais vendu. Comment ça se fait qu'il n'y a qu'en Europe qu'on en vend moins?
Pourquoi en Europe seulement? Parce qu'en Europe, on est dans un domaine dans lequel on réduit les dépenses et on comprime les salaires. Et on fait tout ça en espérant qu'on va aller vendre des voitures aux autres ailleurs. Résultat, on délocalise et ici, il n'y a plus ni salaire ni voiture. Je propose donc qu'on en revienne. Si j'ose dire, je propose, au système que peut-être mes auditeurs auront connu. On disait Ford, vous savez, la grande boîte Ford. Ford paye bien ses ouvriers pour que les ouvriers de Ford puissent acheter des Ford. Eh bien, si vous ne payez pas bien les ouvriers, ils ne peuvent pas s'acheter ni des Peugeot ni des Renault. Et quand ils s'en achètent une, il se trouve que 3 sur 5 arrivent du Maroc ou d'ailleurs, ceci est absurde. Vous voyez, c'est ça que j'essaye de vous montrer. Cette organisation de la société est absurde parce qu'elle parie que l'austérité va faire redécoller... Mais nous avons une monnaie commune, l'euro, qui est en danger aujourd'hui, qu'on ne peut pas dévaluer. À cause de Mme Merkel. À cause de Mme Merkel. Absolument, parce que sa politique qui refuse de laisser intervenir la Banque Centrale Européenne pour racheter les dettes souveraines ou pour faire baisser l'euro, vous m'entendez? Il faut dévaluer absolument l'euro. Vous demandez une dévaluation de l'euro? Mais non, attendez... Mais Bourdin... Les Américains jouent avec leur monnaie, pourquoi ne joue-t-on pas? Est-ce que vous dites... il faut le dollar est dévalué. Vous n'utilisez pas le mot, essayez pas de me le coder dans la bouche. Donc il faut faire baisser l'euro. Je ne dis pas le dévaluer, il faut faire baisser l'euro. Nous avons connu l'euro à 1 dollar, 1 euro. Et on a même connu 0,80, c'est-à-dire un euro plus faible. Si vous ne le faites pas, Monsieur Bourdin, si on continue à vouloir à tout prix maintenir une monnaie très forte pour satisfaire la rente, pour satisfaire les pensions des rentiers capitalistes, parce que c'est ça qu'on est en train de faire pour l'intérêt des régimes de pension allemands, point barre. C'est pour ça que nous sommes tous condamnés à l'austérité à vie. Mais vous croyez... Écoutez-moi, si on ne le fait pas, voilà ce qui se passe. Airbus, au lieu de produire des avions en Europe, alors qu'on a fait Airbus, entreprise européenne, alors qu'on a fait l'euro pour protéger les marchandises européennes des fluctuations des cours de monnaie, voilà le résultat. Airbus va les construire aux États-Unis. Est-ce que vous ne croyez pas que le monde marche sur la tête? Et là-dessus, voici le président Hollande qui revient et qui dit « J'ai obtenu un pacte de croissance parce que Mme Merkel se fiche de lui. » Elle lui dit « Oui, nous avons envoyé un bon message, 120 milliards. » Tous les deux, ils osent dire c'est 1% du PIB qui va être mis à la relance. D'abord, 120 milliards, ça ne fait pas 1% de 14 000 milliards. Ça ne fait pas 1%. Et deuxièmement, c'est une pantalonnade, vous m'entendez? Parce que ce sommet européen, et c'est une pantalonnade. Ce soi-disant pacte de croissance est une pantalonnade. Parce que les 120 milliards étaient déjà dans les comptes de l'Europe. Pour 80 milliards, il s'agit de fonds structurels qui sont réorientés. De l'argent qui était déjà prévu et qui est remis et qu'on a repoudré en l'appelant plan de croissance. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on parle de 100 à 120 milliards et qu'on a donné aux banques en décembre et en janvier 1000 milliards, Monsieur Bourdin, et que ces banques, 1000 milliards, la Banque Centrale Européenne a donné aux banques cash 1000 milliards. Où sont passés les 1000 milliards? Même Mme Merkel est obligée de dire « Ah ben c'est curieux, où ils sont passés ?» Normalement, ils auraient dû retourner dans l'économie réelle. Ils auraient dû venir dans des projets. Vous ne les voyez pas. Donc, qu'est-ce que c'est 120 milliards à côté de ces 1000 milliards? Peanuts. C'est pourquoi je dis que c'est une pantalonnade. Mais par contre, Mme Merkel est en train de serrer la gorge à tout le monde et faire passer un espèce de règlement de contrôle supranational contrôlé par aucun peuple et qui s'appelle l'austéritaire, l'austérité à vie. Et bien avec ça, je ne suis pas d'accord et ce sommet est une pantalonnade. Bien, merci Jean-Luc Mélenchon d'être venu nous voir.